d'1 million de manifestants à Londres, des centaines de milliers à New York, aux États-Unis et ailleurs, et ça ne s'arrête pas. Alors, ça nous conduit à nous interroger. On sait, les faits, on les connaît. N'est-ce pas, aujourd'hui, on est à 100, 100e, 104e, 100, je ne sais plus, 105 jours. 105 jours. Tout le monde connaît la minuscule enclave de Gaza, une prison à ciel ouvert qui est devenue un charnier à ciel ouvert, une centaine de milliers de victimes, entre morts, blessés, disparus, handicapés, petit territoire minuscule, affamé, assoiffé, soumis au bombardement intense et quotidien, et une résistance héroïque et étonnante, qui a introduit un mode de résistance tout à fait inédit, tout à fait nouveau, qui fait que le mouvement de libération nationale palestinien, dont on connaissait déjà la singularité, mais on ne l'avait pas bien mesuré, apparaît maintenant dans sa singularité historique, tragique, n'est-ce pas? On en parlera, on pourra en parler tout à l'heure par rapport à l'expérience vietnamienne, algérienne, c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait inédit. Et là, on est face à une guérilla des tunnels, qui est invincible. Elle ne peut pas être réduite, n'est-ce pas? C'est un réseau qui est quasiment imprenable. Et s'il devait être pris dans l'absolu, ce serait au prix de quelque chose d'inimaginable et d'impensable. Donc, le 7 octobre est venu, il a complètement bouleversé la donne locale, régionale et mondiale. Il l'a bouleversé, on a un avant le 7 octobre et un après le 7 octobre. Souvenez-vous, avant le 7 octobre, on peut qualifier cette période, depuis 1989 jusqu'au 7 octobre 2023, je vais loin, comme la longue période de reflux du mouvement révolutionnaire mondial dans toutes ses composantes, depuis les plus radicales jusqu'aux composantes populaires. Donc, cette période de reflux, eh bien, le 7 octobre, ce Tofan Aqsa, cette offensive révolutionnaire, eh bien, l'a bloqué, elle a mis fin, on peut dire, et elle a renversé complètement la situation. Elle a renversé la table, comme on dit couramment. Et vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Elle a ouvert la possibilité d'un nouvel essor du mouvement anti-impérialiste mondial. Vous voyez bien que, à partir de là, non seulement la résistance palestinienne, elle a pris un essor nouveau, dont toutes ses composantes, et elle s'articule, n'est-ce pas? Hamas, Djihad islami, le FPLP, une composante du Fatah et d'autres mouvements. Mais, plus largement, c'est-à-dire dans l'environnement géographique de la région arabe, la levée des mouvements de résistance, qu'ils appellent Mihwar al-Muqawama, l'axe de la résistance, qui s'attaque à la présence militaire américaine et sioniste. Que ce soit en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Parce que le Liban est occupé, une partie du sud-Liban est occupée, et cette résistance libanaise, résistance populaire libanaise, elle vient, comme ils disent eux, Moussanada, mais en même temps, c'est une partie intégrante
de cette montée nouvelle des mouvements de libération, des mouvements anti-impérialistes, n'est-ce pas, qui s'attaquent directement aux bases militaires, aux intérêts, on peut dire, puisque au Yémen, c'est les intérêts économiques de l'impérialisme qui sont frappés, de l'impérialisme au large du Yémen, à Bab el-Mandeb, dans la mer Rouge. Et dernièrement, vous avez vu comment l'Iran a frappé directement avec des missiles balistiques à longue portée, puisque ça dépasse les 3000 km, frappé des cibles militaires américains et sionistes et de leur formation Daesh, n'est-ce pas? Et ça va loin, puisque l'Iran reconnaît qu'elle a même frappé dans l'océan Indien des bateaux israéliens. Donc c'est une situation qui est, on peut qualifier ça, d'assez nouvelle. C'est une offensive un peu qui est en train de monter, qui est en train de s'articuler. Et sur la nature de cette offensive, on ne peut pas se tromper, parce que la cible, c'est bien l'impérialisme. L'impérialisme, puisque quand il s'agit de se défendre, ils sont là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, bien sûr l'État sioniste, mais ils font bloc tous les pays occidentaux, qui sont pour la plupart des anciennes puissances coloniales. Donc ce fameux Occident collectif, il apparaît dans sa véritable nature, n'est-ce pas, de bloc impérialiste, qui est maintenant soumis à une levée des peuples, une montée, comme ça, des luttes des peuples, luttes armées, mais aussi luttes populaires, puisqu'il y a des manifestations. Ce n'est pas des États seulement qui agissent ou des groupements étatiques qui agissent, ça c'est le peuple, hein. C'est des masses populaires qui se sont soulevées. Et elles sont soutenues. Les mouvements de solidarité dans les pays occidentaux viennent en soutien objectif à ces luttes. Quand elles demandent le ceasefire, le cessez-le-feu immédiat, ou bien Free Palestine, c'est un soutien direct, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas vu, parce qu'avant, on avait vu avec le reflux, les forces populaires dans ces pays, les forces de gauche, les forces progressistes étaient sur la défensive. Donc ça a été un catalyseur d'une montée, une nouvelle montée, dans des conditions tout à fait inédites. Il n'y a plus le camp socialiste, il n'y a plus l'Union soviétique, il n'y a plus un puissant mouvement communiste et ouvrier international, il n'y a plus malheureusement même un mouvement syndical puissant dans le monde, et pourtant, on voit qu'il y a une levée, et ça continue, ça monte, etc. Et on voit bien que c'est relayé, l'Afrique du Sud qui est en justice, traduit en justice l'État sioniste, la Cour internationale de justice. C'est une forme de lutte, n'est-ce pas, en utilisant le droit international. Alors on voit bien que toutes les formes de lutte interviennent, tous les secteurs de lutte, toutes les régions même du monde. On peut se poser des questions bien sûr sur les cadences des uns et des autres, les rythmes des uns et des autres, l'efficacité des uns et des autres, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la tendance générale qui, après le reflux, a renversé cette situation de reflux. Et là, on est en situation de montée des luttes anti-impérialistes dans le foyer. C'est Gaza, c'est la lutte de libération nationale palestinienne, qui maintenant a brisé le mythe, non seulement de l'invincibilité de l'État sioniste, de son armée, de ses services de renseignement, mais elle a brisé le narratif, puissant narratif qui dominait le monde sur la légitimité de l'État d'Israël et l'illégitimité de la lutte
de libération palestinienne qu'on mettait toujours confiné aux actes terroristes. Ça c'est brisé, ça c'est pas rien. Parce que le phénomène justement de la singularité du mouvement de libération nationale palestinien, c'est qu'il a en face un État colonial, c'est unique, qui a été créé par décision de l'ONU. Un État colonial, colonie de peuplement, mais pas de peuplement comme celle de l'Algérie, de remplacement du peuplement autochtone, de remplacement, de substitution totale. Jusqu'à maintenant, ils regrettent d'avoir laissé encore les Arabes de Palestine, ils regrettent jusqu'aujourd'hui, les sionistes. Et donc, c'est quelque chose, on a face à nous un État comme ça qui n'a pas de métropole, mais la métropole qu'il a, elle est terrifiante. C'est tout le système impérialiste qui est la métropole d'Israël. C'est pas l'Hexagone. Tout le système impérialiste. Et l'imbrication, elle est telle que vous voyez bien que quand ça bouge en Israël, ça bouge dans le système impérialiste. Tout bouge. Les leviers financiers, médiatiques, militaires, technologiques, tous sont imbriqués. Oui. N'est-ce pas? Il est au cœur, l'État sioniste est au cœur du mécanisme, de la mécanique, de la commande centrale de l'impérialisme. C'est pour ça que vous voyez que le ministre des Affaires étrangères américain, il assiste au conseil de guerre de l'État d'Israël. Ça ne s'est pas passé pour le Vietnam, ni pour notre pays. Il assiste, il a la double nationalité, Blinken, il a 2 passeports. Américain, israélien. N'est-ce pas? Mais ça, c'est juste le côté phénoménal. Mais par tous les maillons, par tous les réseaux, l'imbrication est telle que justement, sans se séparer de l'État sioniste, c'est pour eux une opération qui relève d'un arrachement de soi. N'est-ce pas? Donc là, c'est la tâche du mouvement de libération nationale palestinien. Vous représentez combien il est complexe, compliqué, dur. C'est-à-dire au cœur même du mécanisme du système impérialiste. Et donc, on suit cette évolution-là. Elle a en même temps mis à nu ce que nous savions, mais de manière plus criante, la nature réactionnaire des régimes arabes, de la plupart des régimes arabes, leur nature réactionnaire, leur nature oligarchique, manœuvre à ceux qui étaient avant soumis totalement aux intérêts impérialistes, de faire valoir, de jouer un certain nombre de leviers qui préservent leurs intérêts nationaux un peu d'une manière beaucoup plus forte ou beaucoup plus intelligente, on pourrait dire aussi. Donc on a le cas de l'Arabie Saoudite, qui, vous voyez, a pris cette distance quand même par rapport. Alors on a une situation où ils ont refusé les sanctions contre l'État sioniste, alors que ces sanctions auraient permis d'alléger d'abord les souffrances du peuple palestinien, ça c'est sûr, mais en même temps de donner une autre tournure et de modifier un peu le rapport de force au profit du cessez-le-feu, justement, d'un cessez-le-feu, parce que c'est ça dans l'immédiat qu'il faut revendiquer et souhaiter. Mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas utilisé ces sanctions du pétrole qu'ils avaient en main, ils n'ont pas utilisé... Position de danger. Non, la sanction de l'Arabie Saoudite, le sommet qui a eu... C'est les propositions algériennes. Algérienne, oui, algérienne et je crois libanaise aussi.
et qui ont été donc refusés ça, refusé la rupture des relations diplomatiques, refusé Utilisation des territoires. voilà, du territoire, les bases, etc. Donc on voit bien qu'il y a chez eux des forces d'inertie qui sont encore, qui montrent bien de quelle nature ils sont. Et en même temps, ils refusent de s'impliquer dans les agressions contre le Yémen. Donc il y a une situation de transition. On n'est pas dans, tout à fait. C'est pour ça quelle est la situation. Ce mouvement, cette levée, cette montée des peuples dans le foyer, la lutte de libération nationale palestinienne, justement peut jouer dans le sens, voilà, de faire évoluer davantage, mais bien sûr il y a d'autres conditions qui doivent être réunies. Hein. Le rapport de force, pour qu'il soit bouleversé dans la région, il faut que l'impérial-sionisme soit vaincu dans cette région. Et c'est ça tout l'enjeu. Et à partir de là, même les rapports de force à l'échelle mondiale, ils vont évoluer. Ils vont beaucoup évoluer. Parce que c'est une région qui est névralgique du point de vue des intérêts de l'impérialisme, et sa perte, une défaite dans cette région va lui faire subir des revers et des reculs qui vont avoir un impact sur la situation de rapport de force à l'échelle mondiale. Alors maintenant, quand on voit cette situation-là, quand on en prend conscience, il y a cette grille. Elle permet de comprendre aussi les enjeux ailleurs, les enjeux dans chaque pays, dans chaque région, dans le monde. Pour ce qui est de l'Algérie, d'abord, ça remet le facteur international au centre de l'analyse, de la grille de lecture, parce que, il faut dire chez nous, le facteur international, on l'a souvent sous-estimé, et j'irais jusqu'à dire occulté. Occulté. Dans tous les milieux, hein, même les milieux de gauche, ou ce qu'on appelle les milieux de gauche, les progressistes, même marxistes, etc., une très grande sous-estimation du facteur international, une occultation du facteur international, de telle sorte que, bon, c'est presque un peu, comme l'Algérie, elle s'appelle Jazair, alors il y a une sorte d'insularité. On a un petit peu une sorte d'insularisme dans notre vision, dans notre regard. On regarde en vase clos. Or, en vase clos, il n'y a aucune intelligence des événements qui est possible. Aucune. Au contraire, c'est un miroir déformant, le vase clos. Très déformant. N'est-ce pas? De sorte que, je vais être direct avec vous, hein, une discussion sur Yann Kadé, pourquoi il a été, eh bien, elle a un lien direct avec la situation internationale. Absolument. On a saisi cet événement pour rappeler la cohésion du peuple algérien, de tout le peuple algérien, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Pourquoi? Eh bien parce que il faut savoir que l'Algérie, maintenant, après Gaza, c'est la deuxième cible. Bien sûr, si vous regardez bien, qui a demandé les sanctions contre Israël? C'est le Liban et l'Algérie. N'est-ce pas? Bon, le Liban, il est déjà sur le front. Il a un mouvement de résistance et il lutte. Il lutte sur le plan militaire. Mais l'Algérie, elle a près de 7000 kilomètres, ou je ne sais plus, de frontières au sud. Une grande partie de ces frontières sont des zones de menace. À l'ouest d'Améris, elle est connue. Il faut bien quand même se rendre compte
que la présence d'Israël à l'ouest de nos frontières, elle n'est pas comme ça platonique. Elle est destinée à nous. Elle est destinée à l'Algérie. Au sud, vous avez vu ce qui se passe au Sahel. Au Tchad, vous avez appris qu'il y a une base des Émirats. Et cette base des Émirats, elle est destinée à nous. Israël. Elle est destinée à l'Algérie. Dire qu'elle est destinée à l'Algérie, c'est pas naturellement focalisé comme ça artificiellement. C'est parce que c'est ici que se trouve l'opposition, l'obstacle au plan de l'impérial-sionisme. C'est dans ce pays-là. C'est dans ce pays, dans ce peuple, dans cette armée que se trouve cet obstacle. Et il ne désespère pas de faire sauter tous les pays qui se trouvent dans cette situation, dans ce chemin, ben, ils sont menacés. Alors, à partir de cette lecture, et avec cette grille, tous les autres événements prennent une autre tournure, c'est-à-dire on les voit d'une autre manière. Le rapport de force interne, après, il prend d'autres contours, c'est-à-dire à la lumière du facteur international, ce qui apparaît comme urgent sur le plan national, c'est comment préserver la souveraineté nationale. Ça devient la question numéro 1. Comment préserver l'indépendance nationale. Et là, il faut bien dire que le premier, on peut dire le premier problème qu'on confronte, c'est la sous-estimation de ces menaces, de ce danger. Donc, il faut bien voir ce facteur, il faut l'introduire, il faut le mettre à sa place, lui donner toute sa mesure, à mon avis, quand on essaie d'apprécier ce qui se passe dans le pays. N'est-ce pas? Et moi, je pense que, écoutez, là, il faut revenir au marxisme, hein. C'est-à-dire quand on fait une analyse, c'est une analyse concrète d'une situation concrète. Tous les faits sont convoqués, n'est-ce pas? Et naturellement, ce serait bien sûr un autre débat, là, je vais m'arrêter rapidement. C'est juste pas en écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il faut partir de la formation, du degré de développement de la formation sociale algérienne, du degré de développement objectif de la formation sociale algérienne, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible de faire, quelles sont les conditions objectives pour faire aller où, quoi, ce moment, plus tard, etc. C'est pas... Nous n'avons pas, à mon avis, encore, nous, parachevé les tâches de la construction de l'État national. Nous ne les avons pas encore parachevées. On peut énumérer tout ce qui reste à faire dans cette voie, mais c'est une réalité objective. Ce n'est pas uniquement parce que les conditions subjectives n'ont pas été suffisamment réunies. Mais la réalité objective, c'est celle-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais la structure productive de l'économie algérienne, la structure de production, elle est dominée par l'informel. Si on ne règle pas ce problème de
changement de la structure de production, on ne peut pas libérer le développement des forces productives. Et sans libérer le développement des forces productives, on ne peut pas envisager une transformation qualitative des rapports sociaux, de tous les rapports sociaux. Non seulement de production, et de famille, de sexe, de tous les rapports, y compris les questions de culture. On ne peut pas les poser en soi, comme ça, pour soi. Donc, cette nécessité de la bataille pour sauter ce verrou-là, il faut lui réunir des forces. Ces forces-là, la première force, c'est d'abord, il faut avoir un État national, sinon on va être tous des boat people au large de la Méditerranée. En train peut-être de discuter de l'avenir, mais... Donc, la nécessité de consolider l'État national et de renforcer son contenu anti-impérialiste, démocratique et social, c'est ça l'axe sur lequel... On ne peut pas prendre un problème séparé de... C'est ça. Et ça, il faut se battre patiemment. On est obligé de se battre patiemment, parce que tout n'est pas réuni. On aimerait bien aller plus vite, etc. Et là, maintenant, les urgences sur le plan régional, sur le plan international, commandent, encore une fois, de consolider ce front. Et la tâche, peut-être la première, la plus accessible, c'est de faire prendre conscience de cette nécessité. Parce que, malheureusement, on ne pense pas si. Vous avez, moi j'ai écrit sur le Facebook, pour certains qui ont suivi, ce que j'ai appelé l'hibernation démocratique, c'est bien sûr tous les courants frileux par rapport au soutien de la lutte de libération nationale du peuple palestinien, ils se trompent. Ils se trompent lourdement, parce qu'ils pensent que c'est une tâche qui les distrait de leur préoccupation démocratique locale. Mais il n'y a pas de préoccupations démocratiques locales qui vont être résolues. Absolument pas. Si ce n'est pas, si cette lutte, ces développements ne se radicalisent pas et ne se renforcent pas, si on ne renverse pas l'impérialisme, on ne pourra pas frayer le chemin aux luttes démocratiques, y compris pour la culture ou tout ce qu'on veut. C'est impossible. Et essayer d'aller dans ce sens-là, c'est l'échec. S'isoler complètement. Voilà. Merci. De ces menaces, de ce danger. Conscience, quand même.